Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous, donc bienvenue à ce premier événement de la semaine MS Santé dédié donc à un webinaire pour découvrir les messageries sécurisées de santé. Je vous propose de faire un petit rappel des bonnes pratiques avant de commencer ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Le replay vous sera envoyé par mail avec l'adresse avec laquelle vous vous êtes inscrit, donc directement après la fin du webinaire. Les slides seront mis en ligne sur isanté.gouv et vous pourrez également y retrouver le replay. Et pour une meilleure lecture du support, n'hésitez pas à vous mettre en plein écran, donc avec la petite flèche en bas à droite de votre écran. Voilà, écoutez, les 14h03. Anne, je propose de te passer la main et puis bon webinaire à tous. Merci Elodie. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire donc, sur les messageries sécurisées de santé. Je serai accompagnée pour ce webinaire de toute l'équipe avec Anne Benayoun, Édouard Brie, Mike Gay et Mathieu Slozard. Donc les missions de l'agence, je pense que vous les avez tous maintenant en tête si vous avez participé à l'un de nos webinaires. Donc un rôle de régulateur, un rôle d'opérateur et un rôle de promoteur. Et passons directement au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, vous allez découvrir qu'MS Santé correspond en fait à beaucoup d'usages que vous avez au quotidien. La possibilité en tant que professionnel de santé ou du médico-social et du social, par exemple, de recevoir des résultats de biologie médicale, les comptes rendus de consultation de votre patient, de transmettre par exemple une plaie pour avoir un avis d'expert, de faire une demande justement d'avis complémentaire à un ou une confrère, de compléter et d'échanger autour des dossiers de prise en charge du médico-social et d'informer l'ensemble de l'équipe de soins d'une nouvelle information de santé. Donc c'est ça qu'on va essayer de vous partager et peut-être aussi au travers des questions que vous aurez, de pouvoir échanger ensemble sur des cas d'usage. Alors MS Santé est une des priorités du Ségur de la santé, au même titre que le DMP, l'INS et ProSanté Connect, avec plusieurs objectifs. Celui d'accélérer l'équipement des professionnels et des structures en facilitant techniquement l'intégration de MS Santé dans les outils métiers. Intégrer l'usager à l'espace de confiance, on va y revenir avec l'arrivée de Mon Espace Santé, l'usager fait son entrée. Étendre l'espace de confiance pour intégrer les professionnels du secteur médico-social et du social, et puis augmenter significativement les usages, par exemple autour des documents principaux que sont le compte-rendu de biologie, les documents de sortie, les documents du médico-social avec le DLU, etc. MS Santé, donc qu'est-ce que MS Santé et où en est-on et comment rejoindre l'espace de confiance MS Santé? C'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, normalement, nous devions avoir Anne, mais je pense qu'Anne a un petit problème de son. Si jamais ça revient, tu n'hésiteras pas à me couper, sinon je prends le relais. Donc, qu'est-ce que MS Santé? Donc, MS Santé vous permet d'assurer la sécurité des échanges des données personnelles de santé entre professionnels habilités, de favoriser l'interopérabilité de l'ensemble des messageries sécurisées qui sont présentes au sein de l'espace de confiance et de permettre une plus grande fluidité dans la prise en charge de vos patients, tout en étant protégé évidemment donc par ce cadre légal qu'il vous faut respecter, et on va également y revenir. L'autre chose sur laquelle on insiste systématiquement, c'est vraiment de comprendre qu'il n'y a pas une MS Santé, mais qu'il y a des messageries sécurisées de santé. Ça, c'est vraiment très important à intégrer. Qui peut rejoindre MS Santé? Donc là, il y a deux articles principaux qui encadrent les personnes et habilitées et les échanges de ces données de santé. Donc l'article 1110-4 et l'article 1110-2 du Code de santé publique.
Donc, le premier qui va définir les modalités d'échange au sein de l'espace de confiance entre les professionnels habilités, avec l'impératif d'échanger strictement les informations nécessaires à la coordination et la continuité des soins, et bien sûr l'information préalable du patient. Les professionnels habilités, donc ce sont tous les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, donc toutes les professions ici à ordre, les professionnels à usage de titre, comme par exemple les psychothérapeutes, psychologues, ostéopathes, et puis, on l'a dit précédemment, les professionnels du médico-social, du social et les autres, tous ceux qui participent de près ou de loin à la prise en charge, et ça, c'est vraiment le défi des mois qui viennent. Concrètement, qui peut rejoindre MS Santé? Donc là aussi, on vous l'a indiqué de façon à ce que vous puissiez justement vous référer à ces informations, puisque je vous rappelle que le support sera disponible sur notre site à l'issue du webinaire, ainsi que le replay. Donc vous voyez ici les professionnels de santé, médecins, sages-femmes, etc., et les professionnels habilités non professionnels de santé, comme les assistants de services sociaux, les éducateurs, etc. On pourra également y revenir au travers de vos questions et n'hésitez pas à commencer à les inscrire dans l'espace questions à droite de votre écran. Qui va rejoindre MS Santé? Donc là, on tenait à faire ce petit parallèle. Je vous ai dit au début du webinaire que nous préparions l'arrivée de l'usager au sein de l'espace de confiance. Ça entre dans le cadre de l'arrivée de mon espace santé, qui sera accessible à nous tous usagers dès janvier 2022. Avec une phase pilote là qui démarre en juillet prochain. Et donc, mon espace santé va intégrer à la fois le DMP, un agenda et un catalogue d'applications, mais surtout, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, une messagerie patient dont vous pouvez voir ici notamment la constitution des adresses ins@patient.mssanté.fr. Et bien sûr, on pourra aussi revenir sur cette ambition et les cas d'usage que ça va générer. Donc, quelques exemples de cas d'usage pour les usagers. Là aussi, vous pourrez retrouver ces informations. Donc, côté messagerie citoyenne, la consultation des messages reçus, bien sûr, envoyés par un professionnel. Ici, vous indiquez que c'est très important d'avoir en tête que seul le professionnel pourra être à l'initiative du premier message et ensuite, un dialogue pourra s'ouvrir entre le patient et son médecin traitant, par exemple. La possibilité de télécharger les pièces jointes associées, d'enregistrer vos documents dans la partie DMP qui intègre vraiment comme clé de voûte mon espace santé, d'envoyer également des documents si l'usager le souhaite à un professionnel de son choix et puis de pouvoir recevoir des événements et de les enregistrer directement dans son agenda. Et je laisse la parole à Mathieu Slozard. Mathieu, si tu nous entends, tu as le micro coupé. Oui, désolé, j'ai eu une pop-up qui s'est affichée au même moment. Donc, le temps de la régler. Me voilà. Bonjour à tous. Quelques éléments sur les chiffres, effectivement. Donc aujourd'hui, MS Santé se déploie fortement, on le voit dans les différentes cases. Donc d'un point de vue déjà équipement, on remarque quand même qu'aujourd'hui, on est à 67% des établissements de santé, alors tout ce qui est CHU, CH, tout ce qui est centre hospitalier, effectivement, par exemple. On est à 51% au niveau des professionnels de santé libéraux, donc on a basculé au-dessus de la moitié, donc on commence à avoir un tissu d'acteurs équipés qui est relativement important. Pareil sur les laboratoires de biologie médicale, il faut savoir que l'ANS, depuis un certain nombre d'années, de mois maintenant, travaille sur le sujet de la biologie et donc pour l'émission de compte rendu dans un format compréhensible, facilement intégrable dans les différents logiciels métiers. Donc 63% des laboratoires de biologie médicale sont équipés. Et enfin, on commence le travail sur le médico-social avec un premier axe qui sont les maisons de retraite, les EHPAD,
où aujourd'hui, on est entre 34 et 35%. On doit mettre à jour les chiffres là, mais donc on a quand même une progression intéressante sur l'équipement. Sur les usages, c'est là aussi un élément important, c'est que il faut savoir que depuis le début de MS Santé, chaque année, on double le nombre de messages envoyés. Donc, progressivement, la plupart des professionnels qui sont équipés aujourd'hui utilisent de plus en plus la messagerie. On a chaque mois 7 millions de messages qui sont émis dans l'espace de confiance et on pense qu'avec l'arrivée de l'usager, avec l'équipement et surtout le programme Ségur, on devrait pouvoir encore franchir d'autres records dès cette année. Un petit point sur le détail des émissions, effectivement. On remarque on a un gros quart qui est assuré par les établissements de santé. Ensuite, on a bien sûr les professionnels de santé libéraux et les laboratoires de biologie médicale. Et dans les autres, il y a un élément important qui est à mentionner, c'est que MS Santé a été largement utilisé dans le cadre de Covid et donc dans la prise en charge. Et un grand nombre de messages d'information de prise en charge ont été émis directement par le ministère vers les professionnels de santé. Donc, on voit que c'est aussi un moyen de relais d'information du ministère pour la bonne prise en charge des cas Covid. Voilà sur cette slide. Et du coup, si je passe à la suite, comment fonctionne MS Santé? On va rentrer un peu plus dans le détail et je laisserai la parole ensuite à Mike qui travaille plus spécifiquement sur ce qu'on appelle l'espace de confiance, sur comment techniquement ça fonctionne. En gros, il faut se dire, on l'a un peu dit au départ, mais c'est qu'il n'y a pas une MS Santé. La MS Santé n'existe pas, comme on se le dit souvent, c'est que c'est un ensemble de messageries sécurisées qui sont interopérables entre elles. Un peu comme Gmail qui peut échanger avec Yahoo. Si on était dans un monde avant MS Santé, c'était pas possible. Et donc, le système MS Santé, il est composé de différents opérateurs qui proposent des services de messagerie. Ces opérateurs, ça peut être des établissements de santé qui portent leur propre service de messagerie, mais ça peut être des industriels, des régions, etc. Sachant que l'ANS en porte une qui s'appelle Mailies, donc qui est à différencier du MS Santé en général et qui est plutôt à destination des libéraux. Donc, comment ça peut être, comme j'ai dit, un établissement qui veut se raccorder, il peut soit être son propre opérateur, mais il peut également faire appel à une solution externe, que ce soit par un industriel ou une région. Aujourd'hui, on a 350 opérateurs MS Santé, donc c'est quand même un seuil relativement important. Donc, on sait qu'il y a une offre relativement importante de messagerie qui répondent au cahier des charges MS Santé. Et donc, il y a environ 40 opérateurs tiers. Ce qu'on appelle des opérateurs tiers, c'est tout simplement ceux qui ne sont pas des établissements, à savoir des industriels, des régions. Voilà. Et donc, l'important qu'il faut bien comprendre, c'est que peu importe la messagerie MS Santé que vous allez prendre, vous pourrez évidemment tous communiquer entre vous. Donc, avec l'arrivée des usagers, on a un nouvel opérateur qui est porté par l'assurance maladie, pour être explicite, qui donc, c'est un nouvel opérateur dans l'espace de confiance qui sera dédié aux messageries usagées. Et donc, petit point d'information avant de passer la parole, c'est que c'est assez facile de reconnaître une messagerie MS Santé. C'est que, par exemple, à chaque fin la plupart du temps, il y a quelques exceptions, mais globalement, la plupart des opérateurs ont mis en place ces choses-là. C'est qu'à la fin de chacune des messageries, des adresses mail messagerie, on a .ms Santé qui est inscrit. Voilà. Mike, je te laisse la parole pour entrer un peu plus dans le détail technique. Bonjour à tous. Écoute, merci Mathieu. Écoute, tu as assez bien précisé les choses, hein. Je vais pas trop m'alourdir sur les détails techniques. Je vais donner quelques précisions quand même. Pour on va dire schématiser un peu les choses, le schéma de droite représente assez bien ce que c'est que l'espace de confiance. Donc, comme vous l'avez dit, on parle bien d'un ensemble de messageries sécurisées, hein, d'accord, liées à la MS Santé, et qui repose sur cet espace de confiance. Donc, il faut savoir que cet espace de confiance est un environnement fermé et sécurisé.
et à l'intérieur desquels on y retrouve plusieurs acteurs. Donc, tu as parlé des différents opérateurs. Je reviendrai pour donner quelques précisions sur ces différents opérateurs. Donc, il faut savoir que les principes de cet espace de confiance reposent sur des concepts et des standards simples de messagerie Internet. En résumé, on a construit cet espace avec des techniques qui existaient déjà, qui étaient répandues et qui étaient assez éprouvées. En gros, on n'a pas réinventé la roue, même si on a augmenté les niveaux de sécurité. Donc, côté sécurité, comme précisé, on parle bien d'un environnement fermé, au sein duquel les échanges se font, bien entendu, de manière sécurisée, et il en est de même pour le stockage des données au sein des SI des différents acteurs. Alors, il y a quand même une précision à donner sur ces échanges de messages au sein de cet espace de confiance, parce que souvent nous est remonté la question du stockage des messages. L'espace de confiance sert juste à faire transiter les messages. L'espace de confiance ne stocke pas en lui-même les messages. Il faut savoir que les messages sont bien stockés auprès des opérateurs et des différents clients de messagerie qui font partie ou qui s'interfacent à cet espace de confiance. Alors, il y a un principe fondamental au sein de cet espace de confiance, c'est d'avoir la garantie de l'identité des personnes avec qui on échange. C'est-à-dire, on est certain que lorsque je reçois un message de Monsieur Martin ou autre, je sais que derrière, c'est Monsieur Martin qui m'a écrit. Et pareil, lorsque j'ai une balle et que j'émets à une personne, j'ai la garantie que derrière, c'est à cette personne que j'écris. Donc, pour revenir un peu sur les détails de cet espace de confiance et parler un peu des opérateurs et des acteurs en gros qui sont présents dans cet espace de confiance. Déjà, Mathieu a précisé que on a les usagers qui arrivent au sein de cet espace de confiance. Donc, on a un opérateur dédié aux usagers qui sera bien entendu opéré par la CNAM, comme tu as précisé. Donc, vous le retrouvez là en bas à droite du schéma. En haut à droite, on retrouve tout ce qu'on appelle les opérateurs tiers. Donc, les opérateurs tiers, vous retrouvez les industriels et bien entendu aussi les régions. En haut à gauche, avec le fond vert, on retrouve des établissements de santé qui sont eux-mêmes les opérateurs, donc qui offrent aussi bien entendu des services de messagerie appuyés sur la MS Santé à leurs utilisateurs finaux. Donc on parle ici des professionnels habilités, et en bas à gauche, on retrouve le service Mailise que tout le monde connaît aujourd'hui. Alors, je vais passer à la slide suivante. Alors, au niveau des différentes MS Santé, on retrouve trois types de boîtes, qui bien entendu sont utilisées en fonction des usages qu'on a derrière. Donc, on a les boîtes nominatives qui sont bien entendu dédiées à un seul professionnel habilité, d'accord, donc accessibles bien entendu aux professionnels et qui sont associés aujourd'hui à un numéro RPPS, excusez-moi, ou un numéro ADELI. Donc, juste après, on a les boîtes ORGA, pour organisationnelles, qui sont des boîtes qui sont accessibles par plusieurs personnes, avec alors le mot m'échappe, je reviens dessus. En tout cas, ce sont des boîtes qui sont utilisées par plusieurs personnes pour de la correspondance. Donc, derrière, bien entendu, ces boîtes sont sous la responsabilité d'un professionnel habilité ou d'une structure. Et enfin, on termine par les boîtes applicatives. Donc, les boîtes applicatives qui servent généralement à de l'envoi en masse, qui sont connectées, bien entendu, à des logiciels. Et donc, comme vous pouvez voir sur la présentation, un exemple d'usage, c'est l'envoi en masse de compte rendu de biologie. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas à qui je passe la parole juste après. Merci on Matt. arrive au temps d'échange. Exactement. Oui. Donc, on part pour 20 minutes d'échange avec vous. Donc, je vois qu'il y a déjà plusieurs questions dans l'espace questions. N'hésitez pas à continuer. On aura un autre moment d'échange.
Je vais remonter les quelques questions où on a commencé à vous répondre pour partager aussi les contenus avec chacun. Donc, on avait une question par rapport à mon espace santé. Le risque n'est-il pas de se faire emboliser par les patients sur la MS Santé et Edouard vous a précisé qu'en effet, au sein de mon espace santé, sera proposé des moyens professionnels pour interrompre une conversation si jamais il y a une utilisation abusive par l'usager. Et c'est aussi tout l'objet de cette phase pilote qui démarre en juillet prochain, là, sur 3 départements, afin justement d'étudier ces cas d'usage et de faire évoluer mon espace santé. Autre question sur ce même sujet. Vous dites que l'assuré pourra envoyer des documents au PS de son choix, mais il me semblait que le contact était à l'initiative du PS. Donc, tout à fait, on vous confirme bien que c'est le professionnel qui est à l'initiative du premier échange, mais qu'ensuite, évidemment, le patient peut décider de faire suivre à son praticien un document. Tu veux compléter, Mike ? Non, pas du tout. D'accord, pardon. Alors ensuite, on avait une question. Les MS Santé s'adressent-ils également à des industriels ? Donc là, est-ce que votre question, c'est de savoir si une messagerie sécurisée de santé peut être utilisée par un industriel ? Au début du webinaire, on vous a précisé que les messageries sécurisées de santé sont à utiliser dans le cadre d'une prise en charge, dans le cadre de partage de données de santé pour aider à la prise en charge. Donc, à ce titre, directement entre industriels. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux compléter. Oui, je vais compléter un peu. Alors, à ce jour, non, on n'ouvre pas de boîte MS Santé au nom d'un industriel. En fait, la question est, il est tout à fait possible qu'un industriel qui propose des services à un professionnel puisse interfacer la messagerie du professionnel à son outil, à l'outil qu'il propose au professionnel. Mais il y a aujourd'hui pas de boîte ou pas d'accès pour un professionnel directement. Il n'y aurait pas une boîte, je sais pas, sanofi@mssanté.fr. Bref, en gros, l'idée, c'est effectivement, il faut qu'il y ait un professionnel qui soit responsable de la boîte et qu'il intervienne dans la prise en charge de patients. Alors, on a une question là qui, je pense, est une question orientée indicateur de ce que je comprends. Pourquoi s'axer d'abord sur les EHPAD dans le suivi stat pour le médico-social? Est-ce lié au déploiement? Alors, c'est les premiers indicateurs qu'on a, mais à partir de septembre, on va avoir des indicateurs beaucoup plus larges sur le médico-social. Là, c'est les premiers qu'on a. C'était une demande faite au niveau au niveau de la CNSA. Effectivement, c'est des travaux qu'on avait menés conjointement. Mais l'idée, je crois qu'on en parle, je ne sais pas si on en parle aujourd'hui sur le médico-social, mais il est clair qu'on a tout un plan sur le déploiement du médico-social pour aller plus loin que les EHPAD. Et là, on va adresser toutes les questions. L'hébergement, c'est sûr, mais pas uniquement personnes âgées, le domicile, tout ce qui est dispositif d'appui à la coordination, etc. Ça fait bien partie de la cible. Alors, existe-t-il une liste des 350 opérateurs? Donc, oui, Edouard vous a mis l'URL dans l'espace questions, là, en réponse. Donc, vous pouvez bien sûr retrouver cette liste sur notre site mssanté.fr. Alors, quelle est la durée pendant laquelle un usager peut répondre à un PS qui a initié un échange? Donc là, on est sur mon espace santé. Alors, je veux bien répondre. Alors, ce sont des sujets qui sont en train d'être instruits par ACNAM. Comme il a été précisé, le pilote, alors je ne sais pas d'ailleurs si ça a été précisé au début, alors peut-être que je l'ai pas entendu, mais le pilote couvre 3 régions et je pense que ce pilote va pouvoir répondre à ce genre de questions, savoir quelle durée et quels moyens on mettrait à disposition du PS pour pouvoir arrêter les échanges si éventuellement il y en avait besoin. Donc, à date, on n'a pas de réponse précise à cette question, mais ce sont des choses qui sont en train d'être instruites. Merci Mike. Alors, comment se procurer l'annuaire MS Santé? Alors, réponse assez simple. Déjà, il y a une interface web en tant que particulier, là en tant que particulier qui ne s'interface pas avec les services de l'ANS. Donc, je vais donner quelques précisions à côté. En tant que particulier, notre site annuaire.mssanté.fr. Alors, corrigez-moi si je... Mathieu, tu as dit
Annuaire.santé. Annuaire.santé, oui. Alors, excuse-moi. Justement, la petite chose qu'il faut préciser avant, c'est qu'il n'y a pas d'annuaire MS Santé spécifique. C'est un annuaire santé où on retrouve les adresses. Voilà. Donc, précision, merci Mathieu. Donc, on parle bien de l'annuaire santé. Il n'y a pas d'annuaire MS Santé spécifique, mais on y retrouve bien entendu les adresses MS Santé. Donc, je reprends mon propos. L'annuaire est disponible à l'adresse annuaire.santé.fr. Et ensuite, comme je le disais, en tant que particulier, vous y accédez là, mais pour les industriels, bien entendu, il y a une interface qui permet d'accéder aux données de cet annuaire. Il y a d'ailleurs aussi une extraction libre qui ne reprend pas les boîtes en liste rouge et les boîtes applicatives, qui sont plus des boîtes techniques, qui est téléchargeable directement sur le site annuaire.santé.fr. Je vais ajouter le lien sur la page santegouv.fr qui parle évidemment de l'accès aux données de l'annuaire. Merci Edouard, merci Mathieu. Pouvez-vous faire le point sur la messagerie ApiCrypt? Dans notre département Hérault, les 3/4 des médecins en sont équipés et n'ont pas basculé sur la version 2. Vous voulez que je m'y colle aussi sur la question? Ah non, mais sinon j'y vais, comme tu veux. Non, mais pour dire que oui, effectivement, il y a encore la bascule vers ApiCrypt V2 n'est pas encore totalement lancée. On sait qu'ils étaient à peu près à 10 000 bascules sur l'ensemble de leur, un peu moins, je crois, de 10 000 bascules sur l'ensemble de leur parc, qui était évalué entre 60 et 80 000 professionnels de santé qui étaient équipés d'ApiCrypt V1. Donc, effectivement, il y a encore beaucoup de travail. La grosse question, c'est que OK pour faire basculer, mais il faut s'assurer que ça s'interface bien avec leur outil métier, parce que c'était ça la force d'ApiCrypt V1 et puis du support H' sur ces éléments-là, c'est la possibilité de bien intégrer, bien s'intégrer dans l'outil métier. Donc là, dans le cadre de Ségur, justement, on travaille à renforcer les fonctionnalités de MS Santé pour s'assurer que tout fonctionne bien, et on travaille avec les éditeurs, les opérateurs, pour que finalement, et les opérateurs, il y a ApiCrypt V2, donc l'ApiSem via ApiCrypt V2. On travaille effectivement fortement avec l'ensemble des opérateurs pour permettre que l'installation d'une nouvelle, la bascule ou l'installation d'une messagerie MS Santé ne fasse pas perdre en qualité d'usage pour le professionnel. Donc là, on a un grand chantier à faire, et progressivement, avec cette tactique-là qui apportera aussi d'autres choses, parce que ApiCrypt V1, il n'y a pas le médico-social, il n'y a pas l'usager, il y a pas mal d'acteurs qui n'y sont pas. Donc on a normalement, on voit quand même les choses se décanter dans les prochains mois, effectivement. Il y a un problème de mise à jour des annuaires qui peut engendrer une perte de confiance vis-à-vis de MS Santé. Comment y remédier? Je ne sais pas qui veut prendre. Je ne sais pas si Edouard. Le problème, c'est que je ne saisis pas tout à fait de quel problème on parle, parce que il y a un problème, peut-être. Il y a sans doute des problèmes, mais il faudrait préciser lequel. Alors, je vous laisserai peut-être, Rachid Labiche, nous préciser un peu plus la question et on la reprend après. Merci. Alors, vous dites que c'est un espace fermé. Or, j'ai vu des mails promotionnels de mutuelles ou autres. Est-ce normal? Alors ça, je peux répondre. Vous avez raison, ce n'est absolument pas normal. À ma connaissance, en tout cas, en notre connaissance, en tant que gestionnaire d'espace de confiance, on n'a pour l'instant jamais eu de remontée des opérateurs, d'utilisateurs dans ce sens-là. Donc, ça nous intéresse évidemment vivement comme remontée. Donc, n'hésitez pas à nous partager ces remontées-là, parce qu'il faut effectivement qu'on analyse si effectivement ces messages-là ont bien été mis par des utilisateurs habilités, donc qui n'auraient pas le droit de faire ces échanges-là, et à destination de quel type de boîte aux lettres. Donc, c'est des éléments qu'il faut effectivement remonter au gestionnaire de l'espace de confiance, donc à l'ANS. Alors, dans les premières diapos, vous avez dit qu'il fallait que le patient soit informé de l'utilisation, le cas échéant de l'envoi de ces données, point d'interrogation. Donc là, si vous voulez une confirmation que le patient doit être informé, oui, c'est tout l'objet du contenu, notamment des informations dans les livrets d'accueil des établissements, par exemple. Et sinon, n'hésitez pas à préciser votre question, on y répondra. Pourquoi Mailise ne propose pas de messagerie organisationnelle? Ah, c'est grave, docteur. Alors ça, je peux répondre effectivement. C'est un choix effectivement historique qui date du lancement de l'espace de confiance.
L'idée qui avait été retenue à l'époque et qui est toujours la même de nos jours, c'est de dire que ce service MEDIS, qui était donc le premier opérateur MS Santé dans l'espace de confiance, avait comme mission d'amorcer les usages. Et donc le choix avait été fait de se rapprocher des ordres, en particulier donc pour les utilisateurs plutôt libéraux, de se rapprocher des ordres et de fournir gratuitement une boîte aux lettres à tout professionnel de santé disposant d'une carte CPS. Donc l'idée était justement de ne pas se mettre en concurrence avec l'écosystème qu'on espérait construire à l'époque, en 2014, avec un ensemble d'industriels, d'autres acteurs de la sphère publique qui proposeraient des services alternatifs avec effectivement sans doute des valeurs ajoutées bien supérieures à celles que pourrait proposer ce service d'initialisation. Donc voilà pourquoi effectivement on s'est limité uniquement à des boîtes aux lettres personnelles pour ne pas se mettre en concurrence directe avec des services évidemment parfois payants et de la sphère concurrentielle. Donc pour l'instant il n'y a pas d'orientation. Cette orientation n'a pas changé. Le pouvoir public n'a pas l'intention d'étendre cette couverture. Et donc, pour ces usages-là, effectivement, il faut se retourner vers des opérateurs autres qui peuvent être soit fournis par des GCS, soit par des industries. Alors, parmi les opérateurs tiers, le parquet en fait-il partie pour l'échange avec les patients en situation particulière? Alors, à ma connaissance, le parquet n'est pas opérateur. Et là, je pense qu'on est sur les types d'échanges. J'imagine qu'on parle du secteur judiciaire dans ce cas-là, pour être très clair là-dessus. Alors, ça ne fait pas partie aujourd'hui des cibles de l'espace de confiance et des acteurs qui sont habilités à échanger. On est bien conscient qu'il y a des échanges de données de santé à caractère personnel avec les acteurs du secteur judiciaire et on a eu déjà la demande qui a été remontée. On vous le montrera après. Il y a des questions à se poser pour pouvoir équiper des acteurs. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le secteur judiciaire n'est pas identifié et en capacité facilement d'être équipé à cause des questions d'identification des personnes, etc., et des lieux d'exercice. Donc, on sait que c'est un besoin. Pour tout vous dire, cette année, on est vraiment concentré sur bien avancer sur le sanitaire, bien lancer le médico-social pour avoir des bons chiffres. Et on va progressivement voir l'opportunité d'ouvrir à d'autres secteurs parce qu'on a le scolaire aussi pour basculer sur les différentes questions qui peuvent se poser, le secteur scolaire, le secteur judiciaire. On a également les partenaires limitrophes. On est, mine de rien, en Union européenne. Il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on peut échanger aussi au travers de l'Union européenne et également avec des acteurs un peu plus proches tels que Monaco ou la Suisse. Donc voilà, on a quand même un périmètre d'extension possible qu'il va falloir mesurer, voir ce qu'on est capable de faire. Et donc ça fait bien partie de nos réflexions actuelles. Merci Mathieu. Pourquoi un patient ne peut pas écrire en premier à un professionnel? Alors là, j'amorce un petit début de réponse et peut-être que Mike, notamment, tu auras peut-être des compléments. La question s'est évidemment posée et se reposera certainement. En l'état, c'est bien le professionnel, comme on l'a dit, qui va initier en premier le message. C'est une vraie bonne question, mais aussi il y a de nombreuses problématiques en face, notamment, on l'a vu d'ailleurs dans vos questions aussi au début, il y a l'un des participants qui indiquait, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être embolisé, etc. Il y a une vraie responsabilité et je pense qu'aussi pour qu'on ait un facteur d'adhésion et de maîtrise, ce premier chemin pris, en tout cas, afin que les professionnels de santé soient à l'initiative de cet échange, paraît raisonnable en l'état. Mais sans doute que ce sera, en tout cas, réétudié. Et encore une fois, c'est l'objet des pilotes, de faire la lumière sur tous ces cas d'usage. Pour les PS qui ont plusieurs messageries sécurisées de santé, sont-elles toutes recensées dans l'annuaire? Comment les confrères peuvent-ils savoir sur quelle messagerie leur envoyer les documents? Alors, c'est un vrai sujet, c'est aussi les multiples boîtes. Il y a deux éléments à bien voir là-dedans. C'est que on va revenir sur des questions légales et sur lesquelles c'est pas MS Santé qui décide. Nous, on se plie au cadre légal, notamment de la responsabilité de traitement des données.
cette responsabilité, je ne vais pas m'étendre, on pourra en discuter si jamais il y a d'autres questions sur le sujet, mais cette responsabilité des données, elle implique que pour chacun des exercices d'un professionnel, il ne peut pas forcément partager l'utilisation d'une même boîte. Il faut séparer les lieux de stockage en fonction de la responsabilité des données. C'est la CNIL et puis la RGPD. Enfin, il y a plein de textes qui vont dans ce sens-là. Maintenant, c'est vrai que dans le cadre d'un premier échange ou d'un envoi de message, il peut être intéressant qu'on réfléchisse à une boîte d'adresse de contact préférentielle. À ce moment-là, ou alors, il y a deux manières d'y répondre aussi. Il y a une boîte de contact préférentielle, pourquoi pas, ça prend des risques quelque part, mais il faut que le professionnel derrière soit bien conscient de ce risque-là pour pouvoir rediriger tout de suite ces messages vers la bonne boîte qu'il faut. Ou alors, on peut imaginer aussi des interfaces, comme c'est le cas sur Apple Mail ou sur Outlook, où on peut retrouver l'ensemble de nos boîtes directement sur une même interface, et elles sont quasiment toutes fusionnées. Il suffit juste de s'assurer de la bonne de bon moyen d'émettre. Ça veut dire que peu importe l'adresse qui sera utilisée en tant que destinataire pour un professionnel, il le recevra dans son interface. Il y a plusieurs façons d'y travailler. C'est vrai que c'est un sujet qu'on doit aborder depuis un petit moment déjà. Je vais pas mentir à ce niveau-là, mais en tous les cas, c'est aussi un des sujets connus. Il y a plusieurs manières de le solutionner déjà aujourd'hui. Mathieu, pour compléter, il y avait effectivement aussi la question de savoir si effectivement toutes les boîtes étaient bien publiées. Alors, on peut aussi dire quelques éléments là-dessus, c'est que oui, effectivement, les opérateurs ont l'obligation de publier toutes les boîtes aux lettres qu'ils créent. Donc, dans l'absolu, effectivement, on devrait retrouver dans l'annuaire toutes les boîtes aux lettres créées pour un professionnel donné, si c'est une boîte aux lettres personnelle en tout cas. Après, effectivement, on n'est pas. Il est possible que si un opérateur a eu un problème de publication, que la boîte aux lettres ne soit pas publiée. Et il y a aussi un autre cas de figure qui existe, qui est la mise en liste rouge, puisque c'est une obligation. En tout cas, l'opérateur doit proposer au professionnel de mettre en liste rouge sa boîte aux lettres, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas restituée par l'annuaire. Ça peut aussi expliquer certains écarts. Alors, question cyber. Y a-t-il un anti-spam ou une protection contre des messages malveillants en cas de compromission d'un compte dans l'espace de confiance? Oui, alors il y a plusieurs effectivement niveaux de réponse à cette question. Le premier, il est plutôt effectivement en termes d'engagement, puisque ça fait partie des exigences des opérateurs de lutter contre les messages non sollicités, puisque les messages non sollicités sont interdits dans l'espace de confiance, mais ça, ce n'est qu'un engagement. Après, comme mesure un peu plus contraignante, c'est que les opérateurs s'interdisent et interdisent plutôt à leur service d'envoyer des messages à plus de 40 destinataires. C'est une autre manière de lutter contre les messages non sollicités. Et la troisième, elle est plutôt a posteriori, comme on en parlait tout à l'heure, c'est justement le rôle du gestionnaire d'expert de confiance, donc l'ANS en l'occurrence, de contrer toutes les mauvaises pratiques qui lui seraient remontées par évidemment les opérateurs qui doivent remonter ce type de mauvaises pratiques. Voilà, il y a plusieurs types de mesures, et pour l'instant, ça fait quand même quelques années qu'on a de recul, c'est pas un sujet effectivement important, les messages non sollicités ou les spams dans l'espace de confiance. Donc je pense que les mesures sont à peu près adaptées. Peut-on créer une MS Santé avec une carte CPF? Je n'ai pas connaissance de la carte CPF. Ouais, alors je dirais, la question elle n'est pas tant effectivement la question de la carte, puisque l'espace de confiance MS Santé ne dit pas quels sont les moyens d'authentification qui peuvent être utilisés ou pas. La question est plutôt de savoir si les professionnels en question, les professionnels en formation, peuvent disposer d'une boîte aux lettres MS Santé en la capacité d'échanger. Et effectivement, il y a le cas, je me semble, on est sur le cas en particulier des internes, suivant leur niveau de formation. C'est un cas assez complexe, mais c'est pas une question de moyens d'autante en particulier. C'est plus une question de savoir si le professionnel, dans son cursus, est habilité à échanger de données de santé. Alors, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Je vérifie si quelqu'un ne se serait pas perdu dans le chat par hasard. Il y avait des précisions de Madame Mapas sur ces éléments-là. Je pense que c'est relatif à la question sur les mails promotionnels de mutuelles et justement les sécurités qui peuvent exister parce qu'effectivement, oui, si on dispose de l'annuaire MS Santé, de l'annuaire santé et donc des adresses MS Santé qui sont dedans et qu'on a un logiciel qui permet d'envoyer en masse des messages, oui, c'est possible, effectivement. Après, justement, l'idée, c'est que ces mésusages-là puissent remonter au niveau de l'ANS, qui a une charge de régulation de l'espace de confiance et qui a un contact avec les différents opérateurs pour signaler
justement à mes usages et la demande de la fermeture de la boîte qui poserait difficulté. Je pense que c'est dans ce sens-là. Faut s'imaginer qu'on peut trouver des annuaires sur pas mal de choses, même des adresses classiques, etc. Et on le voit bien, nos données personnelles, pas forcément de santé, mais nos données personnelles de contact circulent beaucoup entre tous les acteurs. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se protéger là, pouvoir signaler des spams et que ça remonte aussi à l'ANS en tant que régulation d'espace de confiance. Donc, si jamais vous avez un exemple d'une boîte qui semble frauduleuse, n'hésitez pas à nous en faire part par ailleurs. On ne va pas forcément le mettre là dans le chat, mais n'hésitez pas à nous remonter l'information. Alors, on est arrivé au bout de ce premier temps d'échange. Évidemment, on va avoir en seconde partie une nouvelle période de questions. Donc, n'hésitez pas à continuer à indiquer toutes vos questions. Et on va enchaîner sur la seconde partie. Donc, avec comment rejoindre l'espace de confiance MS Santé et la bonne démarche, les bonnes questions que vous devez vous poser. D'abord, en premier lieu, quel est mon usage ? En deuxième, suis-je éligible ? Comment ouvrir une boîte MS Santé et qui peut m'accompagner ? Donc, c'est toutes ces questions qu'on va voir ensemble et que vous devez dérouler au moment où vous vous lancez dans ce projet. Donc, quel est mon usage avec comme objectif de cibler les professionnels en interne et externe qui vont être concernés, de définir votre modèle organisationnel, c'est-à-dire les différents flux qui vont être mis en place, et de formaliser les besoins de manière concrète. La messagerie est rarement un projet personnel, toujours associer vraiment l'émetteur et le récepteur au projet. Donc, vraiment se poser les questions de qui échange, quel est le process actuel et quel est le process cible, quelle est la volumétrie et la fréquence des échanges prévus, quels sont les documents que vous souhaitez partager et quels sont vos outils actuels. Et là aussi, on vous indique qu'on a aussi côté ANS, évidemment, de nombreux outils, notamment des fiches usage, à vous partager pour vous accompagner dans ces projets. Donc, vous pouvez retrouver tous ces éléments sur notre site ou en nous contactant. Donc, suis-je éligible ? L'outil vraiment à utiliser en première intention, c'est le guide d'éligibilité. Donc, il est interactif. Vous pouvez y accéder directement en scannant le code que vous voyez s'afficher ici. Il vous permettra vraiment de vous orienter et pas à pas, suivant votre cas d'usage, de vous dire quelles sont les étapes à respecter. Et je passe la parole à Édouard et Mike. Oui, je vais prendre la parole. Oui, bonjour, donc Édouard Brice. Effectivement, quelques éléments sur les différentes manières, on en parlait un peu tout à l'heure, d'intégrer l'espace de confiance suivant finalement l'acteur. Alors évidemment, on a d'abord l'utilisateur final, donc le professionnel de santé ou médico-social, qui est habilité à échanger des données de santé à caractère personnel. Et après, on a deux types d'acteurs qu'on différencie sur MS Santé, qui sont souvent des industriels, mais pas nécessairement uniquement des industriels. On a l'opérateur MS Santé. L'opérateur MS Santé, il a deux rôles. Il contractualise avec l'ANS, notre régulateur d'espace de confiance, et c'est lui qui héberge les boîtes aux lettres MS Santé des acteurs, ou le fait faire par un tiers, en tout cas, il comprend la responsabilité, mais aussi qui met à disposition des services de messagerie aux utilisateurs finaux. Quand on dit service de messagerie, pour nous, c'est les interfaces, que ce soit du webmail, des applications mobiles ou des interfaces avec justement des logiciels clients lourds. Et justement, le troisième type d'acteurs, là ce coup-ci des industriels, qui sont des éditeurs de clients de messagerie qui sont intégrés dans les logiciels, quelle que soit la filière, évidemment, que ce soit à l'hôpital, en ville, dans des laboratoires de biologie, mais quel que soit le type de logiciel, tous ces logiciels-là ont vocation à disposer d'interfaces permettant d'envoyer de manière manuelle ou automatique des messages de MS Santé. Donc voilà, donc ça c'est les trois filières effectivement pour interagir avec l'espace de confiance. Et les modalités d'intégration, en particulier pour les opérateurs et les industriels, sont décrites dans deux référentiels qui ont changé de nom tout récemment. On va voir qu'ils ont été republiés dans la slide suivante.
Maintenant, on différencie donc deux référentiels. Le premier, c'est le référentiel 1, opérateur MS Santé, qui s'adresse effectivement à l'ensemble des opérateurs dont on parle MS Santé, et le référentiel 2, qui s'applique aux ces fameux clients de messagerie MS Santé. Alors, préalablement, pour ceux qui connaissaient nos précédentes versions de référentiel, le premier s'appelait le DSFT et le second le DST, ce qui n'étaient pas des plus parlants. Donc, pour faire un petit focus effectivement sur l'actualité, sur ces deux référentiels qui ont été republiés récemment, pour vous dire qu'est-ce qui a véritablement changé, c'est qu'on a publié donc fin mai dernier la version 1.4 du référentiel 1 opérateur. Alors, il n'y a pas de modification, je dirais, fondamentale pour les opérateurs, c'était justement notre but. La modification est quand même fondamentale pour l'espace de confiance, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est deux référentiels qui portent les nouvelles exigences et les nouveaux cadres réglementaires qui fait en sorte que la messagerie citoyenne, donc mon espace santé, intègre, comme un opérateur presque comme un autre, les opérateurs MS Santé, et donc permettent aux opérateurs dits maintenant professionnels d'échanger avec cet opérateur usager. Donc ça, c'était la grosse nouveauté de fin mai, et les opérateurs donc existants ont, comme habituellement, un délai de 6 mois jusqu'au 25 novembre prochain pour se mettre en conformité avec ces nouveaux principes de l'espace de confiance avec la messagerie citoyenne. Le deuxième référentiel, lui aussi, a été publié, donc là, encore plus récemment. Ce référentiel qui a été publié le 14 juin dernier a permis évidemment de consolider des exigences qui existaient déjà dans certains guides qu'on avait publiés. Et pour l'instant, dans cette première version, a finalement deux vocations. L'une, de décrire les principes ou les standards à utiliser pour transmettre des documents de santé via MS Santé. Donc, quand je dis transmettre, c'est surtout de dire, en termes de pièces jointes, comment elles doivent être nommées les pièces jointes, le type de pièces jointes, comment elles doivent être standardisées, l'objet, l'émetteur, le destinataire des messages, qui sont propres au système MS Santé, qui permettent d'avoir de l'interopérabilité, évidemment, entre émetteur et destinataire. Donc ça, c'est la première vocation. Et puis la deuxième, qui est aussi liée à mon espace santé, c'est en particulier de décrire justement la particularité des adresses MS Santé, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont basées sur les matricules INS et qui ont aussi comme particularité de ne pas proposer d'annuaire, contrairement à l'annuaire des professionnels de santé, où on peut retrouver la boîte aux lettres de tous les professionnels. Là, effectivement, il y a une seule boîte aux lettres par patient et elle est construite à partir du matricule INS. Donc ça, c'est les évolutions récentes de nos référentiels. Il va y avoir d'autres évolutions importantes d'ici la fin de l'année. Et en particulier, quelque chose qui va intéresser, alors, pas tant les utilisateurs dans un premier temps, mais véritablement les opérateurs et les éditeurs de clients de messagerie, c'est de proposer une nouvelle interface technique qui supportera déjà plus de cas d'usage en termes d'authentification des acteurs suivant justement les cas d'usage, et puis qui supportera aussi l'authentification Pro Santé Connect, donc il y a une nouvelle méthode d'authentification sur téléphone mobile et qui étendra les possibilités, y compris en situation de mobilité. Donc voilà les deux grandes évolutions récentes de nos référentiels, et je vais passer la parole à Mathieu, je crois, pour la suite. C'est ça. Ah, Mathieu, on t'entend pas. Là, c'est mieux. Oui, parfait. On va se projeter un petit peu maintenant que vous avez vu comment ça fonctionnait, que j'imagine que vous êtes convaincus du fait que MS Santé est important et que pouvoir échanger de manière sécurisée et s'équiper donc d'une messagerie qui respecte MS Santé, c'est important. L'idée, c'est maintenant comment on fait, parce que on le voit, il y a plusieurs manières de rejoindre l'espace de confiance, et donc là, on va s'intéresser un peu plus comment on y va. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on a construit avec l'assurance maladie également la manière d'accompagner les différents utilisateurs de MS Santé, on a distingué pour le moment, et ça peut encore évoluer, plusieurs cibles au niveau sanitaire et médico-social, qui sont évidemment les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, ce qu'on a appelé plateau technique, ce qui est plutôt biologie médicale, anapath, radiologie, et puis le médico-social du point de vue professionnel. Et de l'autre côté, et puis bien sûr, au centre de ces acteurs-là, on a les usagers. Donc, aujourd'hui, on a construit toute une organisation pour vous permettre de rejoindre MS Santé.
qui s'articule sur plusieurs recours en fonction de votre contexte, en fonction de vos besoins, qui, d'une part, la première chose, si vous êtes dans un établissement et que vous avez la capacité de pouvoir remonter un besoin à une DSI ou une direction, le premier pas, c'est d'aller voir justement cette DSI ou la direction de votre structure ou de votre groupe pour justement demander la mise en place ou l'acquisition ou la mise en place d'une messagerie ou l'équipement de votre poste par une messagerie sécurisée de santé. Donc, on a, pareil, pour les DSI et pour les directions, on a tout un support d'accompagnement qui est disponible en ligne gratuitement et autoporteur. Si on est dans un contexte, et même pour la DSI, ou alors on est dans un contexte où il n'y a pas de DSI et c'est plus compliqué, il est tout aussi possible de s'adresser à son éditeur. La plupart des éditeurs avec qui on travaille avec beaucoup d'éditeurs, et la plupart des éditeurs avec qui on travaille sont au courant du sujet MS Santé, connaissent le sujet et peuvent vous guider là aussi dans les méandres de l'acquisition ou de la proposition de l'équipement de MS Santé et dans l'usage aussi. Puis avoir à passer par son éditeur, c'est toujours assez intéressant dans le sens où peut-être que son offre est déjà très compatible, que l'offre opérateur qui va proposer est tout à fait compatible avec votre logiciel et donc ça permet d'aller beaucoup plus vite dans l'intégration. Il y a d'autres relais aussi, dans d'autres contextes, effectivement, qui peuvent être les relais régionaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ANS et l'assurance maladie, nous travaillons depuis maintenant plusieurs années, presque depuis le lancement de MS Santé, avec les différentes régions, alors que ce soit les ARS et GRAD. Donc les GRAD, c'est les groupements régionaux d'appui au développement de l'e-santé, c'est un peu le bras armé de l'assurance de l'agence régionale de santé. Donc, l'idée, c'est de pouvoir passer par ces relais régionaux qui pourront vous guider. Également aussi, il y a tout le réseau CEPAM qui travaille aussi notamment auprès des libéraux plus particulièrement, mais également dans le cadre de son déploiement du DMP. Et donc, on verra justement juste après un petit témoignage au niveau de Nouvelle-Aquitaine qui montrera un peu comment ils assurent le déploiement et ils accompagnent. Et enfin, il peut y avoir des trous dans la raquette, on est tout à fait d'accord. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a les relais nationaux que sont l'ANS. Nous aussi, on a des actions, notamment au niveau de la biologie, au niveau du médico-social, au niveau des établissements aussi. On a pendant longtemps porté le déploiement au niveau des établissements. On a l'assurance maladie, donc la CNAM, la Caisse nationale, qui peut aussi vous accompagner et vous guider aussi vers le bon relais qu'il souhaite. Et puis, des fédérations nationales, on travaille avec les différentes fédérations ou syndicats ou ordres qui peuvent aussi être des relais d'information et se guider. L'important, c'est de pouvoir être guidé dans tous ces éléments pour choisir la bonne offre et dans les meilleurs délais. Voilà. On répondra aux questions, évidemment, mais je vous propose tout de suite de passer au témoignage des chargés d'accompagnement en Nouvelle-Aquitaine pour un peu mieux comprendre comment ça se passe au niveau régional. Peut-être je laisse la parole à soit Elodie, soit Anne pour lancer cette petite vidéo. Bonjour, nous sommes Séverine, Jérôme et Soisic, chargés d'accompagnement dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous sommes une équipe de proximité, comme il y en a dans les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons pour principale mission de promouvoir la e-santé, de développer les usages en qualifiant d'abord les besoins de chaque structure, chaque utilisateur, puis en les formant et surtout en les accompagnant dans l'utilisation des différents outils. Nous accompagnons tous les professionnels, médicaux, médico-sociaux et sociaux, qu'ils exercent en structure ou en libéral, dans l'utilisation de plusieurs outils, notamment l'outil e-parcours régional, mais également la messagerie sécurisée de santé. D'ailleurs, souvent, la MS Santé vient naturellement en complément de l'outil de coordination. Le département des Pyrénées-Atlantiques est déjà un territoire dynamique sur la MS Santé, surtout dans le cadre du lien ville-hôpital avec le CH de Pau et de Bayonne qui sont émetteurs, avec un début d'usage en biologie ou en radiologie, mais également avec le pilote médico-social, où plusieurs SIAD, SAD et CCAS ont été équipés de la MS Santé pour pouvoir notamment échanger avec les antennes de la plateforme territoriale d'appui du 64. Lors de nos déploiements, nous avons pu constater 3 points négatifs aux usages de la messagerie sécurisée. L'absence de correspondants, le manque d'intégration au logiciel métier des professionnels et la difficulté à trouver les adresses des correspondants. Il existe, chez les professionnels, une réelle envie de sécuriser la transmission des données. Il existe un réel besoin entre professionnels du milieu sanitaire, social et médico-social d'échanger un ensemble d'informations. Aujourd'hui, les CH envoient déjà par le biais de la messagerie sécurisée
de façon automatisée leur protocole de soins et leur courrier de sortie. La messagerie sécurisée a toute sa place. Nous devons accompagner les professionnels au changement. Trop d'informations se transmettent encore par le biais de messagerie classique. Pour cet accompagnement, concrètement, on fait la pédagogie de tout le bouquet de services e-santé. Quand on parle de la MS Santé, on la positionne par rapport aux autres outils. Pour la prise en main de la messagerie sécurisée, nous faisons des formations courtes avec des repères pratiques. Comment se connecter, comment trouver son correspondant dans l'annuaire santé, comment personnaliser sa signature, ce genre de choses. Et nous revenons plusieurs fois vers les nouveaux utilisateurs pour que l'échange sécurisé s'ancre bien dans leurs habitudes de travail. Parfois, nous proposons aussi des clubs utilisateurs, et ça a été le cas dans le médico-social. Les partenaires se retrouvent pour identifier quel canal convient pour quel besoin. Ils parlent de leurs freins et de leurs expériences positives et ensemble, ils construisent leurs priorités d'usage. C'est interactif et c'est très positif pour nous aussi car ça nous ancre bien dans leur réalité de terrain. Merci encore à l'équipe ESEA pour la réalisation de ce témoignage qu'on souhaitait vous partager. Et je crois que maintenant, on arrive à notre nouveau temps de questions-réponses. Donc, je vais les prendre dans l'ordre. Il y en a certaines que j'ai vues dans le chat que j'ai remises dans l'espace questions. Alors, la version 0.1, donc là, on parle du référentiel client de messagerie, est-elle une version intermédiaire en concertation ? Alors, la version était en concertation de manière assez courte, puisqu'elle n'a duré qu'une semaine du fait des échéances du Ségur. Faut la voir comme une version, je dirais, effectivement intermédiaire. C'est pour ça qu'on l'a nommé ainsi 0.1, dans le sens où c'est une version qui, on va dire, devra être respectée dans le cadre du référencement Ségur, des éditeurs qui voudront respecter effectivement les DSR du Ségur. Par contre, elle n'a pas vocation encore dans cette version-là à être opposable dans les textes du Code de la santé publique. C'est effectivement une vocation à terme, mais pas dans cette version 0.1. Donc effectivement, la concertation s'est faite avec les industriels qui faisaient partie des ateliers qu'on a organisés au début de l'année. Donc ça n'a pas été une grande concertation, je dirais, publique comme on peut le faire pour le référentiel 1. Quelle est la différence entre opérateur et client de messagerie ? Alors, je vais essayer effectivement d'être plus clair que tout à l'heure, parce que visiblement, c'était pas suffisant. En tout cas, la différence et les définitions qu'on donne, que vous référez au référentiel 1 opérateur, qui essaye d'expliquer toutes ces notions qu'on emploie sur MS Santé. Mais vraiment, l'opérateur, pour faire simple, hein, l'opérateur, c'est celui qui héberge les boîtes aux lettres pour le compte des utilisateurs finaux, et qui met à disposition certaines interfaces pour que justement des clients de messagerie, en particulier, puissent s'y connecter. Donc un client de messagerie, pour nous, c'est généralement un module, une partie d'un logiciel métier, client lourd ou client léger, qui utilise un professionnel de santé sur son poste, qu'il soit à l'hôpital ou en ville, et qui offre ses fonctionnalités d'envoi ou de réception de messages. Donc vraiment, le client de messagerie n'héberge rien, et finalement, le client de messagerie n'a pas jusqu'à présent, ça va peut-être changer, en tout cas de contractualisation avec l'ANS. Il a plutôt effectivement des liens assez forts avec les opérateurs sur lesquels il se connecte pour récupérer ou envoyer des messages. Existe-t-il un cadre normalisé pour le nom des balles MS Santé, surtout pour les balles orga ? Alors effectivement, il n'y a pas d'exigence forte sur cette structuration. Dans le référentiel 1 opérateur, il y a des exemples, des préconisations, mais jusqu'à présent, on n'a pas défini de structure très contraignante, effectivement, ce qui peut conduire aussi effectivement à des nommages assez divers suivant les structures. Ça sera sans doute un axe d'amélioration future. Alors là, c'est peut-être une question plutôt annuaire. Le numéro ADELI pour les infirmiers est appelé à disparaître au profit du numéro RPPS associé à l'inscription à l'ordre. À quelle échéance pour l'accès à la MS Santé ? Alors, c'est un sujet qui sera abordé un peu plus longuement, qu'on n'avait pas mis à l'ordre du jour qui est un peu plus spécifique de ce webinaire, qui sera abordé au comité opérateur éditeur MS Santé, qui a lieu mercredi prochain à 14h.
Concernant MS Santé, cette bascule ADELI RPPS, enfin comme pour tout le monde, elle aura lieu donc fin septembre. Et effectivement, c'est de la responsabilité de chaque opérateur d'identifier les impacts sur lui, les impacts touchant, alors, outre potentiellement des moyens d'authentification qui lui sont propres, mais concernant MS Santé, touche plutôt les modalités de publication de ces boîtes aux lettres dans l'annuaire, puisque avant bascule, les publications se faisaient via des numéros ADELI, et à l'issue, et après la bascule se feront sur des numéros RPPS. Mais on revient plus en détail, je ne sais pas si vous participez, mais sinon c'est possible de toute manière au comité opérateur de mercredi. Alors, existe-t-il une liste, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, des offres régionales ou nationales des différents grades ou ARS ou fédérations nationales? Donc là, c'est la liste qu'on vous a indiquée tout à l'heure dans le chat. Alors, je pense qu'on a une liste un peu plus, enfin, on a une liste des offres aussi, côté GCS, qui sont opérateurs, je ne sais pas si c'était la question. Et sinon, sur le site mssanté.fr, on pourrait partager l'URL de la... Oui, il y a quelque chose d'un peu plus détaillé qui rentre. Oui. Bon, alors, elle a des biais, hein, c'est-à-dire qu'elle mérite d'être mise à jour, etc., parce qu'il y a des nouvelles régions qui proposent des offres, etc. Mais on a fait le choix, effectivement, de détailler un peu les différentes grandes offres régionales et nationales. C'est pas forcément complet parce que c'est au souhait de l'opérateur de le faire, mais en tous les cas, il y a quelque chose d'un peu plus détaillé sur le site mssanté.fr. Il faudrait que je retrouve ça, je vais vous le mettre dans le chat. Alors, je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, on a encore du temps. Vraiment, profitez-en. N'hésitez pas à nous inscrire vos questions. Sinon, ce que je fais, voilà, le temps que vous puissiez nous partager d'autres questions, juste vous dire que donc nous sommes dans le cadre de la semaine MS Santé et que, entre autres, dans les rendez-vous qui peuvent tous vous impacter, mercredi matin, on a un petit déjeuner MS Santé avec l'interview d'Ella Gariani de la DNS. Donc, pour justement parler de mon espace santé, vous pourrez poser toutes vos questions. Et nous avons également un webinaire biologie, donc MS Santé Biologie avec un plan structuration de la donnée de biologie et nomenclature LOINC. Donc vraiment, n'hésitez pas et tous ces rendez-vous seront accessibles en replay sur notre site. Je vais regarder si dans le chat, on n'aurait pas raté des questions. Mais vraiment, sinon, profitez-en, on est dans les temps. Ah oui, le 24 juin, c'est Christelle Mappa qui nous précise le 24 juin, oui. Ça y est, le webinaire biologie est plein. Écoutez, ça nous fait dire qu'il va falloir transformer l'essai et donc, promis, on vous programmera d'autres webinaires sur cette thématique. Alors, on a une question. Pour un état des lieux précis du déploiement en région, comment retrouver les balles à MS Santé créées? Donc là, on est plus sur la thématique indicateur. Alors, comment retrouver des boîtes MS Santé créées? Donc, on l'a dit sur Annuaire Santé, vous pouvez rechercher des boîtes, etc., voir si elles sont créées ou pas. Par contre, chaque mois, nous diffusons des indicateurs, alors selon votre contexte de travail qui est plus ou moins précis, on diffuse au niveau des établissements de santé, au niveau des acteurs institutionnels, des informations relativement précises en termes de déploiement, que ce soit sur les ES, que ce soit le laboratoire de biologie médicale, mais aussi sur les professionnels de santé libéraux par département, sur le niveau d'équipement et le niveau d'émissions aussi. On a le taux de messages envoyés par professionnel. C'est des informations non nominatives, mais en tout cas, elles permettent de guider le déploiement. Et puis, d'un point de vue aussi, on est capable d'envoyer aux opérateurs et industriels des indicateurs un peu moins détaillés, effectivement, mais il est tout à fait possible, en fonction de vos besoins, que nous puissions vous envoyer des messages, un rapport indicateur. Et pareil, pour les régions, il y a un rapport avec un focus régional beaucoup plus détaillé que le national, évidemment, qui est transmis également, quoi.
Alors, je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, profitez-en si jamais vous avez encore une question ou deux pour nous, hein, c'est le moment. Je regarde le chat. Qu'en est-il de l'expérimentation de la MS Santé qui devait aboutir en juin? C'est Gauthier Saumin. Est-ce que vous abordez peut-être les pilotes de déploiement? Peut-être que vous faites partie de l'expérimentation? Alors, il faudra juste être plus précis sur l'expérimentation parce qu'on a eu une expérimentation effectivement dans le médico-social, une expérimentation sur ce qu'on appelait un POC, une preuve de concept sur la messagerie usagée qui va s'enchaîner avec les pilotes à partir de juillet et surtout deuxième semestre. Donc, de quel domaine on parle? Alors, je vous laisse nous préciser. Et le temps que vous précisiez, dans les questions, on a Marie Gay qui nous dit comment et quand le bilan du pilote sera-t-il disponible? Et là, je devine que c'est le pilote Mon Espace Santé, mais je ne fais que deviner. Donc, je crois que si c'est ça, en tout cas, sinon vous préciserez. Normalement, les pilotes, si je ne dis pas de bêtises, c'est de juillet à octobre de cette année. Voilà. Alors, si on a une petite précision, mais je vois que Gauthier est en train d'écrire. Donc, on vous laisse finir. En tous les cas, peut-être, comme tu as précisé les dates, voilà. C'est l'expert sur le médico-social. J'avais un peu anticipé ça, effectivement, parce que c'est quand même bien de quand même préciser le calendrier. Donc, pour que ça soit clair à tout le monde, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais on a lancé 14 pilotes de déploiement au niveau de MS Santé médico-social en prévision d'un plan de généralisation qui aura lieu, qui démarrera à partir de septembre. Donc, effectivement, ça a été un an assez, un an et demi même, parce que ça a mis du temps à se mettre en route, mais un an et demi assez impacté en termes de capacité à déployer, comme vous le savez tous, à capacité à expérimenter. On est toujours sur les temps de produire une évaluation effectivement sur fin juin, début juillet pour pouvoir consolider le plan de généralisation de MS Santé au médico-social. Ça va être un gros défi. On n'est pas sur les mêmes volumes, pas sur les mêmes contraintes, etc. Et donc l'idée là, effectivement, c'est qu'on puisse avancer. Je pense qu'on va se baser sur les pilotes qui ont été mis en place pour pouvoir généraliser un peu plus. Donc, on ne va pas arrêter les pilotes comme ça. Je pense que ça va servir de marchepied pour la suite. Et l'idée, c'est que justement, on voit aussi avec le Ségur médico-social qui va avoir des ambitions également par ailleurs pour qu'on se coordonne bien, pour que les actions aillent dans le même sens et qu'on puisse réussir avec l'aide du plan SMS numérique également. Voilà. Donc, on est toujours dans les temps. Bien, je ne vois pas d'autres questions. Hein. Je vous laisse 2 petites minutes si jamais il y en a d'autres qui viennent. Donc, pour vous rappeler, je le redis, que ce webinaire, vous pouvez le retrouver en replay sur notre site isanté.gouv.fr, ainsi que le support, que tout au long de la semaine, on sera actif sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à partager les informations. Et puis, on a un certain nombre, de rendez-vous qu'on vous a rappelés ici. Et puis d'autres rendez-vous plus, on va dire, ciblés côté opérateur et grade. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on vous remercie vivement de votre participation. On vous dit à très bientôt et bien sûr, on vous reproposera des rendez-vous pour partager l'actualité et répondre à vos questions. À très bientôt et puis en espérant vous voir sur nos prochains rendez-vous cette semaine. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.